Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Via mon lien en description, t'auras une offre spéciale avec 4 mois gratuits et c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Plus d'infos là-dessus en fin de vidéo. Dans la plupart des univers de fiction bien développés, on retrouve toujours des matériaux fictifs dont les propriétés sont si folles qu'elles semblent presque magiques à l'écran. Pour Star Wars et les Mandaloriens, on a le Beskar, chez les X-Men, on a l'adamantium, et du côté du MCU, on a le vibranium. Et oui, pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est bien ce dernier qu'on va étudier. En effet, j'ai passé en revue tous les films du MCU où il est cité, principalement Captain America et Black Panther. Puis, de ce travail, j'ai tiré l'ensemble des propriétés que le matériau semble avoir. L'objectif, ce sera alors de voir comment, avec tout ce qui existe sur Terre, on pourrait cocher toutes les cases de cette liste pour se retrouver avec un semblant de vibranium terrestre. Bon, évidemment, à l'issue de cette vidéo, je te promets pas un tutoriel DIY ultra précis pour construire le costume de T'Challa, mais en revanche, je te promets que tu vas découvrir des choses, parce que notre quête, elle va nous mettre sur la route de toutes sortes de problématiques, comme par exemple... Où placer le vibranium sur le tableau périodique? Quel matériau de notre monde est le plus apte à reproduire ses propriétés mécaniques? Ou encore, comment récupérer l'énergie cinétique des coups reçus lors d'un combat pour la relâcher par la suite? Un beau programme donc, qui bien sûr sera agrémenté de calculs très utiles, comme celui de l'énergie maximale stockable dans le costume de T'Challa. Bref, vous êtes bien sur la chaîne de Gotabor. Aujourd'hui, spéculation. Dans les films, la première fois qu'on est confronté au vibranium, c'est via le bouclier de Captain America. Un bouclier qui, dans le MCU, est fait à 100% de pur vibranium, je vous le rappelle. Qu'est-ce que c'est que ce métal? Du vibranium. Et vous ne le fabriquez pas en série? C'est le métal le plus rare sur Terre. Ce que vous tenez là, c'est tout ce qu'on a. À l'image, le vibranium s'apparente alors à un métal classique, et c'est d'ailleurs à un autre métal qu'il est comparé pour nous présenter ses caractéristiques. C'est plus résistant que l'acier et 3 fois plus léger. Maintenant, l'acier, auquel on le compare, c'est certes un métal, mais c'est pas un métal pur, c'est un alliage métallique constitué principalement de fer et de carbone. Donc naturellement, première question qu'on peut se poser, le vibranium est-il plutôt un élément pur ou bien un alliage? Bonne question. Bah déjà faut le savoir, mais l'appellation métal, elle englobe énormément d'éléments du tableau périodique. En effet, les métaux, c'est juste tous les matériaux dont les atomes sont unis par des liaisons métalliques. Ainsi, dans le tableau, tous les éléments que vous voyez en jaune, ce sont des métaux. Donc oui, on a bien le cuivre, le plomb, le fer, l'aluminium et tout ce qu'on entend classiquement par un métal, mais on y retrouve en réalité une palette très large d'éléments. Et ensuite, comme discuté, dans la catégorie des métaux, on retrouve aussi les alliages, à savoir des combinaisons de métaux du tableau périodique avec un ou plusieurs autres éléments, qu'ils soient métalliques ou non. Donc si le vibranium n'était qu'un alliage d'éléments connus, il n'y aurait aucune raison que seul le Wakanda ait trouvé cet alliage. Genre Tony Stark est littéralement capable d'inventer des éléments. Congratulations, you have created a new element. Donc a priori, si un alliage avec des propriétés telles que le vibranium existait, il aurait probablement pu en trouver les secrets de son côté. Avec ça, la certitude que le vibranium est bel et bien un élément à part entière n'est plus très loin, un sentiment qui s'intensifie quand on voit l'origine du vibranium. Ce dernier est en effet apparu sur Terre il y a des années grâce à une météorite d'origine extraterrestre s'étant écrasée en Afrique sur l'actuel Wakanda. Sous sa forme initiale, le vibranium ne ressemble donc pas à celui qu'on voit du bouclier. Initialement, il est bien extrait d'un minerai qu'on a d'ailleurs l'occasion de voir dans Black Panther. Avec cette vision, le parallèle entre le vibranium et les métaux du tableau périodique est renforcé, puisque faut le savoir, bien souvent ces derniers, on ne les retrouve pas de manière brute dans la nature, on les retrouve justement dans des minerais desquels on extrait l'élément pur. Voici par exemple un des minerais duquel on peut extraire le cuivre, ou encore un des minerais duquel on peut extraire l'argent. Même quand je dors, je fais de l'argent. Bon, c'était évident, mais avec ces définitions de ce que sont un alliage et un minerai, on confirme l'idée que le vibranium est bel et bien un élément à part entière, ce qui explique évidemment qu'il ne puisse être trouvé qu'en quantité limitée uniquement au Wakanda. Alors que, pour reparler du Beskar et de l'adamantium que j'avais cité au début, bah ces deux-là sont plus vraisemblablement des alliages d'après ce que j'ai pu lire. Bref, théoriquement, un élément VB pourrait donc être placé sur le tableau périodique, ce que des scientifiques semblent avoir essayé de faire, mais je suis pas hyper convaincu par l'intérêt de faire ça et par les arguments, donc je vais pas développer. En revanche, il y a bien autre chose que je vais développer, et c'est les propriétés démentielles du vibranium. T'es mal à l'heure des étincelles. On dira jamais que c'est assez. Quel est le coût pour chaque méfait? Ce qu'il faut bien comprendre avec les matériaux, c'est que leurs propriétés ne dépendent pas uniquement des éléments chimiques qui les composent. En effet, il est totalement possible pour un même élément d'avoir des propriétés bien différentes selon la structure dans laquelle il est agencé. Oui, il se trouve que les éléments chimiques peuvent être agencés sous plusieurs formes cristallines ou moléculaires, et on appelle alors ces différentes organisations d'un même élément des allotropes.
L'exemple le plus connu quand on parle d'allotropie, c'est souvent celui du carbone, le 6e élément du tableau périodique. En effet, ceci n'est composé que de carbone, c'est du graphite que tu peux par exemple retrouver dans tes crayons de papier, mais ceci n'est également composé que de carbone, et il n'y en a pas dans ton crayon de papier, puisque c'est tout simplement un diamant. Ok. Ainsi, le graphite et le diamant sont deux variétés allotropiques naturelles du carbone. C'est-à-dire que tous les deux sont composés uniquement de carbone, mais dans un cas ou dans l'autre, ce dernier n'est pas du tout arrangé de la même manière. Une des conséquences, c'est que les propriétés obtenues dans les deux cas sont bien différentes. Dans le premier, on obtient un matériau commun, disons, mais dans le deuxième, on obtient le matériau naturel le plus dur de tous. Donc oui, la structure peut grandement jouer sur les propriétés d'un matériau, et ainsi, parfois, c'est pas tant l'élément chimique qui sera important, mais plutôt la structure qu'il adopte. En ayant ça en tête, revenons-en à une des considérations recherchées pour le vibranium. C'est plus résistant que l'acier et 3 fois plus léger. Oui, le vibranium est très résistant. Il peut en effet, sous sa forme pure, encaisser une frappe de plein fouet du Mjolnir, ou tout simplement arrêter des balles de pistolet. Une faculté qu'on retrouve bien sûr également dans le costume de Black Panther. Maintenant, par résistant, qu'est-ce qu'on peut aussi vouloir dire ? Vis-à-vis de ce qui nous est montré, il semble déjà qu'on parle d'un matériau dur, donc capable de résister à la pénétration d'autres matériaux et aux rayures, et d'un matériau résilient, donc capable de résister au choc. Bon, après, le vibranium, il a aussi ses limites, hein. On n'oublie pas, le bouclier de Captain, il se fait quand même découper par l'épée en Uru de Thanos. Mais bref, à ce stade, on cherche donc un matériau résistant, dur et léger. Ainsi, si on cherchait à trouver une analogie avec des matériaux de notre monde, on pourrait probablement aller du côté des métaux, en s'intéressant à certains alliages qui ont justement ces propriétés. Mais on va pas faire ça. On va plutôt rester du côté du carbone pour introduire le matériau qui est le plus souvent comparé au vibranium. Je veux bien sûr parler du graphène. Vous vous rappelez du graphite ? En fait, le graphite, qu'on retrouve à l'état naturel, quand on regarde sa structure, on se rend compte qu'il est constitué d'un assemblage de millions de feuillets superposés de ce qu'on appelle du graphène. Ce dernier, il a une structure cristalline hexagonale bien particulière. Ainsi, dès 1947, il a été caractérisé par un scientifique qui devait voir en cette structure un potentiel intéressant. Sauf qu'obtenir du graphène, en réalité, c'est pas si simple. On parle quand même d'un matériau de l'épaisseur d'un atome. Ainsi, suite à sa description en 1947, il aura fallu attendre presque 60 ans pour qu'en 2004, des chercheurs réussissent à isoler du graphène afin de confirmer l'intérêt que ses propriétés pouvaient présenter. Et là, on parle pas d'une petite découverte restée dans l'ombre, on parle d'un événement qui a valu le prix Nobel de physique en 2010 à ceux qui l'ont fait. Mais du coup, pour le parallèle qu'on va faire avec le vibranium, qu'est-ce qui est si intéressant avec le graphène ? Son secret, il réside dans sa structure si particulière, qui lui permet déjà d'avoir une excellente conductivité thermique et surtout électrique. Mais ça ne s'arrête pas là, cette structure unique, elle donne aussi au graphène d'incroyables propriétés mécaniques, puisqu'il est à la fois flexible, très dur et extrêmement résistant. L'exemple le plus parlant qu'on peut souvent lire à ce sujet, c'est que sa résistance à la rupture serait 200 fois supérieure à celle de l'acier, tout en étant 6 fois plus léger. C'est plus résistant que l'acier et 3 fois plus léger. Enfin, vous avez capté, c'est bien toutes les propriétés citées qui font que le graphène est souvent comparé au vibranium de notre monde, que ce soit au niveau de sa résistance, de sa grande conductivité thermique, ou encore du simple fait qu'il soit assez souple, ce qui pourra s'avérer utile quand il s'agit de faire un costume avec. Ok, soyons un peu plus sérieux, bien sûr que le graphène c'est rien en comparaison de ce qui est montré du vibranium, mais je pense que si on les compare, c'est aussi et surtout pour un autre aspect, l'aspect matériau magique, en mode le matériau qui apportera des révolutions dans plein de secteurs d'activité, comme l'énergie, les transports, la médecine, enfin tous les secteurs qui semblent avoir été révolutionnés au Wakanda par le vibranium. Pour comprendre ça, il y a qu'à chercher un peu tous les secteurs où on nous dit que le graphène pourra jouer un rôle. On nous parle de son utilisation par des chercheurs dans le médical, ce qui rappelle bien sûr le film Black Panther. Ouais, il y a du vibranium partout ici. C'est avec ça que je t'ai guéri. On nous parle aussi de sa faculté potentielle à interagir avec le système biologique humain, ce qui pour rappel est exactement un cas d'utilisation du vibranium chez le personnage de Vision, ou encore on nous en parle dans des problématiques de stockage d'énergie. Pour l'instant on n'a rien vu à ce sujet, mais le lien vibranium-énergie va être développé très vite dans cette vidéo. D'accord, tout ça paraît très prometteur, c'est probablement pour ça que beaucoup de pays ont investi énormément d'argent dans la recherche liée au graphène, mais la réalité qu'on nous promettait il y a 10 ans avec tout ça, elle semble quand même assez loin de ce qu'on voit aujourd'hui. Et ça, c'est surtout dû au fait que le graphène, c'est très dur et très cher à produire en quantité et en qualité. En effet, le graphène, il devient intéressant quand on réussit à en produire de longs feuillets réguliers sans interruption.
Mais justement, faire ça, c'est un défi technique assez énorme. On parle quand même de produire un matériau dont l'épaisseur se limite à 1 atome. Bref, faut peut-être être patient, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, comme j'ai pu le lire, le graphène sait tout faire, sauf sortir des labos. Sur ce, revenons-en au vibranium et à un aspect à la fois du bouclier et du costume. Encaissez les balles. Pour ce prérequis, j'ai commencé par chercher au niveau du graphène, car j'avais entendu qu'il pouvait avoir de telles propriétés. Il est vraiment magique. Et effectivement, une étude a bien été menée pour tester cet aspect du matériau. Mais le problème de cette étude, comme c'est précisé, c'est qu'elle a été menée dans des tests à petite échelle, genre test avec des microballes sur des fines couches de graphène. Bon, le résultat, c'est que c'est très encourageant en termes de résistance opérée à la balle, même meilleur que le Kevlar sous certains aspects, mais en revanche, on observe quand même un étirement plus important avant de céder, et surtout des trous d'impact plus larges une fois que ça a cédé. Enfin, de toute façon, comme j'ai dit, la conclusion de l'étude, c'est qu'on peut pas tirer de réelles conclusions comme aucun test dans des conditions dynamiques à grande échelle ne peut être fait. Mais on retient, le graphène pourrait éventuellement être un substitut au Kevlar, puisque oui, traditionnellement, c'est le Kevlar qui est utilisé pour ce type de besoin. C'est lui qu'on retrouve dans les gilets pare-balles. Sauf que, pour stopper les balles des gros calibres, il faut bien souvent le combiner avec autre chose. Genre si t'as uniquement des couches de Kevlar, tu viens certes amortir le choc, le disperser et ralentir la balle, mais si tu laisses uniquement ça, si jamais la balle est stoppée, une bonne partie de l'énergie est quand même transmise, ce qui cause des dégâts importants au corps qui se trouve derrière, et dans le pire des cas, certaines balles peuvent carrément passer à travers. Du coup, la solution, c'est d'ajouter une première barrière en céramique, qui viendra rompre et encaisser une grosse partie du choc pour laisser le reste se disperser sur les couches de Kevlar qui suivent. Enfin voilà. Là encore, pour stopper les balles, il semble qu'aucun matériau aussi fin que celui du costume de Black Panther ne soit suffisant, car même si on les arrêtait avant d'atteindre la chair, il y aurait toujours de l'énergie du choc qui serait en grande partie absorbée par le corps situé derrière. Ok, sur ces conclusions peu concluantes, passons à l'aspect le plus intéressant du costume. Je suis venu pour une tâche précise et bitch, toi, mon acquis. On m'a dit comment tu les plies, mec, et moi, j'ai pas de chill. Je suis dans la lune ou dans mon business, faut qu'on se part en vitesse. On rentre dans l'aspect le plus fascinant et le plus difficilement réalisable du costume de T'Challa, à savoir cette faculté. Les nanites que contiennent le tissu emmagasinent l'énergie cinétique pour ensuite la redistribuer. Oui, il semble que le costume de Black Panther puisse absorber l'énergie cinétique, et même au-delà de ça, la stocker pour la redistribuer plus tard. Ok, on va voir tout ça plus en détail, mais avant, je sais que vous aimez bien quand il y a des mini-calculs, donc calculons. Et ce qu'on va calculer, c'est la quantité maximale d'énergie que T'Challa peut stocker dans son costume. Car oui, le costume semble pouvoir emmagasiner des quantités énormes d'énergie jusqu'à ce qu'elle soit relâchée par T'Challa de son plein gré, mais n'y a-t-il pas une limite à l'énergie absorbable ? Eh bien si, et cette limite, c'est Eric Killmonger qui l'a fait atteindre à T'Challa dans cette scène, où après l'avoir contraint à absorber l'énergie d'une grenade, il lui tire dessus avec une arme lourde pour finir par l'attaquer au lance-grenade. Et c'est bien ce dernier tir, comme on le voit, qui nous montre la limite d'énergie que le costume de T'Challa peut absorber. Ok, commençons par l'énergie cinétique absorbée par les balles. Pour ce faire, sachez qu'il existe un site qui répertorie les armes utilisées dans les films. Sur ce dernier, on peut apprendre que c'est avec cette arme que T'Challa se fait tirer dessus, une arme de chez Bravo Company Manufacturing. Et dans l'extrait, Black Panther encaisse pas moins de 9 balles. Des balles qui semblent être celles-ci, d'après les recherches que j'ai pu faire sur ce type de fusil. À ce stade, on n'a plus qu'à trouver la masse et la vitesse des balles, afin de calculer leur énergie cinétique avec cette fameuse formule. Bon ok, en réalité on n'a même pas à faire ça, puisque sur Wikipédia, on trouve directement l'info. Une balle, c'est 1859 joules, donc 9 balles, c'est 16 731 joules. Voilà donc la première énergie absorbée par le costume, en supposant que tout est absorbé. Maintenant, il faut se rappeler qu'avant ces balles, T'Challa avait aussi absorbé l'énergie d'une grenade sur laquelle il s'était allongé. Là pour le coup, je sais pas exactement quel type de grenade c'est, mais ça ressemble à peu près à une M67. Prenons donc cette dernière, pour laquelle j'ai trouvé sur internet qu'elle libérait cette énergie, en équivalent tonnes de TNT, à savoir, après conversion, environ 500 000 joules. Donc oui, beaucoup plus que les 9 balles. Après, je sais que le costume est censé absorber l'énergie cinétique, mais ici, faute de pouvoir faire autre chose, on va juste considérer toute l'énergie libérée lors de l'explosion. Et donc on va dire avec des approximations qui n'en finissent plus que le costume absorbe environ 50% des 500 kJ calculés pour la grenade. Pourquoi 50 ? Un peu au pif, je vous le cache pas, mais aussi parce que comme on le voit sur les images, certes une bonne partie de l'énergie semble absorbée par le costume, mais on a aussi une quantité non absorbée qui se dissipe, sous forme de chaleur, de lumière, de son, et surtout de déformation, puisque oui, une bonne partie de l'énergie de la grenade contribue quand même à pas mal amocher le sol en dessous de T'Challa, comme on le voit sur cette image.
Bref, après cette grenade et ses 9 balles, c'est l'énergie issue d'une grenade 40 mm tirée par un lance-grenade qui est encaissé par T'Challa. Enfin, encaissé pas vraiment à vrai dire, puisque juste après ce dernier tir, on voit que la quantité d'énergie maximale du costume a été atteinte et que cette dernière est donc relâchée brutalement. Ainsi, disons en approximant encore que le costume de T'Challa peut absorber environ 300 kJ d'énergie au maximum. Oui, ce calcul n'est vraiment pas précis, mais est-ce qu'on est là pour être précis ? Non. Maintenant, pour exprimer ce chiffre d'une autre manière, ce qu'on peut dire, c'est que le costume peut absorber et contenir l'énergie de 150 balles d'AK-47 ou celle d'une Twingo 3 qui lui aurait foncé dessus à 95 km/h. C'est fou. Après, je veux pas faire le rabat-joie, mais pour ce deuxième exemple, certes l'énergie est absorbée, mais pour ne citer que ça, il y aurait toujours conservation de la quantité de mouvement. Donc quoi qu'il en soit, avec un tel choc, T'Challa morflerait pas mal. D'ailleurs, cette problématique, on la retrouve dans plein d'autres exemples avec le vibranium. Genre quand Captain se sert de son bouclier en vibranium pour amortir les dégâts d'une chute, bah en réalité t'as beau avoir le matériau le plus dur et résistant du monde, c'est pas lui qui va tout encaisser. Les autres lois de la physique elles s'appliqueront toujours, et quoi qu'il en soit, ton corps subira d'importants dégâts dans cette situation. Ok, on vient de chiffrer la limite d'énergie que peut absorber le costume, mais à ce stade, prenons un peu de recul sur la situation et revenons sur l'idée d'absorber l'énergie. En réalité, ce terme il est un peu frauduleux, parce que l'énergie, on peut pas juste l'absorber, faut bien qu'elle aille quelque part. Généralement, l'énergie cinétique des objets en collision, elle va dans la chaleur, le son, et surtout la déformation des objets. Ainsi, si on revient au vibranium en sachant tout ça, pour ce qui est de l'énergie dégagée sous forme de son lors des impacts, effectivement on en a bien. Après oui, il y a un cas particulier, c'est les chaussures de Black Panther, qui elles carrément annulent le son, mais on va considérer que c'est encore autre chose. Et les semelles absorbent complètement les bruits de pas. Très intéressant. Ensuite, on voit aussi que toute l'énergie n'est pas absorbée lors d'un impact avec la scène qui oppose le bouclier du Captain au Mjolnir de Thor, où là, c'est de l'énergie sous forme de lumière qui est dégagée lors du choc. Et enfin, pour ce qui est de la déformation du vibranium après les chocs, justement, on la voit pas. Le vibranium semble rester intact après chaque impact, comme si effectivement une bonne partie de l'énergie était absorbée par le costume sans déformation visible. Mais alors, de quelle manière cette énergie serait-elle stockée dans le matériau ? Encore une fois, pour voir comment on stocke l'énergie, faut d'abord voir en quoi on la convertit. À ce sujet, il y a un youtubeur américain qui a proposé une solution sur la chaîne The Nerdist. Selon lui, l'énergie cinétique des collisions pourrait être stockée dans le costume sous forme d'énergie potentielle élastique. Genre le costume serait composé de milliards de nanoressorts qui seraient comprimés lors des collisions. Ainsi, l'énergie serait stockée dans ces mini-ressorts qui se comprimeraient, et elle serait libérée via les ressorts qui se détendraient pour former cette espèce de grosse onde de choc dans l'air qu'on observe dans les films. Bon, cette solution est intéressante, mais comme il le suggère lui-même, elle présente des inconvénients. Déjà celui du stockage, genre qu'est-ce qui ferait que c'est à T'Challa de choisir quand relâcher les ressorts, et qu'est-ce qui ferait qu'ils se détendent pas juste après la compression. Et aussi, autre problème souligné, c'est celui de la localité de cette solution. Genre avec ça, on comprime les ressorts par zone d'impact, donc l'énergie ne pourrait être relâchée que dans les zones où il y a eu impact. Alors que, on le voit bien dans les films, quand il relâche son énergie, cette dernière est plutôt relâchée globalement tout autour de lui, depuis tout point du costume, via une sorte de bulle qui se forme. Il faudrait donc que l'énergie, si certes elle est emmagasinée en un point, elle soit ensuite répartie entre tous les autres. Bref, gardons quand même cette idée des nanoressorts dans un coin de la tête et continuons à chercher. Il nous faudrait convertir l'énergie d'une forme à une autre, de préférence grâce à un matériau qu'on peut intégrer dans le costume. À ce sujet, pour comprendre là où je veux en venir, voici un cristal de quartz. Oui, c'est pas fou, mais sachez que ce dernier, il est composé de dioxyde de silicium arrangé dans un réseau cristallin. Ok, c'est toujours pas fou, mais maintenant, si on zoome sur cette structure sous un certain angle, voilà ce qu'on observe. Des atomes d'oxygène et des atomes de silicium arrangés de la sorte. Cette structure, elle est au global électriquement neutre. Mais, il se trouve que les atomes d'oxygène sont bien plus électronégatifs que les atomes de silicium. Ainsi, dans les liaisons qu'ils forment avec ces derniers, ils auront tendance à attirer davantage les électrons de la liaison vers eux. La conséquence de ça, c'est qu'on peut représenter des charges partielles de cette manière sur nos atomes. Les oxygènes auront tendance à être chargés plus négativement et les siliciums plus positivement. Sauf que, même avec ça, compte tenu de la disposition des atomes dans la structure, la répartition des charges demeure parfaitement équilibrée. On peut en effet, pour chaque type d'atome, montrer que le centre de charge se trouve au même endroit. Maintenant, imaginons que cette structure, on lui fait subir un effort de compression. Et bien ce faisant, il se produit quelque chose. Les atomes de la structure glissent et on retrouve plus de charges partielles négatives en haut et plus de charges partielles positives en bas. On a donc un écart de charge qui s'est créé entre le haut et le bas.
Et ce constat, il signifie qu'un potentiel électrique apparaît entre les faces du cristal lors de cette compression. Ce phénomène, il est bien connu, ça s'appelle la piézoélectricité, à savoir la faculté que peuvent avoir certains matériaux, dits piézoélectriques, à transformer l'énergie mécanique qu'ils reçoivent en énergie électrique. Ainsi, on pourrait spéculer que le costume de T'Challa, il aurait des propriétés piézoélectriques ou quelque chose de similaire, et que c'est ainsi qu'il transformerait l'énergie des chocs qu'il reçoit en énergie électrique. En plus, l'avantage de créer ce type d'énergie, c'est qu'avec elle, si on a une couche de matériaux conducteurs dans notre costume, cette énergie qu'on récupère, elle pourrait être répartie uniformément sur toute la surface du costume. Bon, ensuite, il faudrait voir comment effectivement stocker cette énergie pour pouvoir la relâcher quand on veut. Mais ça, c'est un autre problème, tranquille, il doit bien avoir des solutions. J'y crois tellement, Hap. Ok, à ce stade, vous me direz que oui, on stocke de l'énergie dans le costume, mais alors cette énergie, comment la reconvertir par la suite pour la relâcher en combat ? Ce que je vous ai dit, c'est qu'un cristal piézoélectrique, il va produire de l'électricité quand on le comprime, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que cette électricité, qu'entre-temps on aurait pu stocker, quand on la réinjecte dans le cristal, eh bien l'effet inverse va se produire. Le cristal va se détendre et rechanger de forme. Donc l'énergie stockée, on pourrait soit directement l'utiliser pour redétendre nos cristaux piézoélectriques, soit, en reprenant l'idée de The Nerdist, s'en servir pour comprimer en tout point les millions de mini-ressorts qui composeraient le costume. Des ressorts qu'une fois tous comprimés, on détendrait d'un coup pour lancer une attaque. J'y crois tellement, Hap. Voilà, ça spécule fort, mais après bien sûr cette pseudo-solution elle explique pas la quantité astronomique d'énergie qui peut être stockée dans le costume. Car oui, la piézoélectricité, même si on y pense par exemple dans notre monde pour récupérer l'énergie de nos pas dans les centres commerciaux, elle a des rendements très loin de pouvoir nous donner ce qu'on recherche. Mais bien sûr, encore une fois, je suis conscient qu'on vit pas dans un Marvel. Mon but à moi c'est juste de proposer des pistes de réflexion avec des phénomènes assez similaires à ce qu'on voit dans les films. Maintenant, en conclusion, pour revenir sur cet aspect multipropriété de notre costume grâce aux matériaux qu'il compose, je voudrais vous passer un extrait d'une vidéo du CNRS sur laquelle je suis tombé pendant mes recherches et que j'ai trouvé inspirante. Les chercheurs découvrent que l'on peut fabriquer des feuillets d'une épaisseur d'1 ou 2 atomes, avec d'autres éléments. Un nouveau domaine de la science des matériaux vient de naître, les cristaux bidimensionnels. Et si on empilait ces feuillets les uns sur les autres, en superposant judicieusement des matériaux différents, on obtient des hétérostructures qui combinent plusieurs fonctions. Chaque couche étant choisie pour une propriété spécifique qui est couplée avec celle de ses voisines. Dans cette vidéo, il a évoqué l'hypothèse de reprendre la structure du graphène, qu'on sait très résistante et archi fine, afin de l'utiliser avec d'autres éléments ayant d'autres avantages. L'idée, c'est de faire du multicouche pour obtenir du multipropriété. Et vis-à-vis de tout ce qu'on a dit, on pourrait alors penser à des couches pour l'aspect absorption des vibrations, des couches pour l'aspect conductivité électrique, des couches pour l'aspect piézoélectrique, ou encore des couches pour l'aspect stockage de l'énergie. Ok, je sais pas pour vous, mais moi j'ai quand même pas mal hâte de voir Black Panther Wakanda Forever, même si forcément ce sera pas pareil sans monsieur Chadwick Boseman. Sur ce, je vous invite à liker et commenter cette vidéo pour agiter l'algorithme. Je vous remercie encore pour l'accueil de dingue sur les dernières vidéos, et je vous laisse avec ça. NordVPN, c'est un sponsor qui m'a accompagné sur tout 2022, et j'aimerais bien continuer à travailler avec eux. Donc si tu recherches un VPN, 4 mois gratuits de leur service, c'est ce que tu obtiendras si tu passes par mon lien en description. T'es pas convaincu ? Eh bien sache qu'avec ce service, c'est plus de 5600 serveurs tout autour du monde qui t'attendent, des serveurs auxquels tu pourras te connecter en un seul clic grâce à une interface archi-intuitive. Ce faisant, tu pourras bien sûr accéder au contenu géo-restreint des meilleurs sites de streaming. Typiquement, Black Panther Wakanda Forever a failli ne pas sortir en salle en France et se retrouver direct en streaming. Mais il sortira finalement bel et bien en salle. Ce que ça veut dire, c'est que sur Disney+ en France, tu pourras y avoir accès que dans 17 mois. Oui, on est le pays le plus strict du monde à ce sujet. Donc pour contourner ça, avec NordVPN, en te mettant aux États-Unis, d'ici quelques semaines, tu pourras avoir accès au film. Maintenant, autre exemple. Pour partir au ski cet hiver, j'ai tenté une petite expérience. Disons qu'on part sur mon domaine, l'espace diamant Océsie, on se recherche donc une petite location sur Booking et on voit un prix. Ok, c'est très cher le ski. Maintenant, on ouvre NordVPN et on change de pays. Puis on recharge la page, et là, le prix a changé. Bon, j'ai pas été au bout de la réservation, mais quand on navigue sur l'offre, il semble bien que ça nous coûte moins cher que précédemment. Petite économie, mais c'est toujours ça.
Et enfin, hormis cet aspect, on a bien sûr l'autre argument de taille du VPN, à savoir celui de renforcer ta confidentialité sur le net en cachant ton adresse IP / en chiffrant tes données. Ça peut être pratique dans certains cas d'utilisation, comme sur les Wi-Fi publics par exemple. Bref, si NordVPN t'intéresse ou si t'es au moins curieux du service, je te laisse cliquer sur mon lien nordvpn.com/gotabor. Tu y retrouveras une offre spéciale qui te propose un abonnement de 2 ans avec 4 mois gratuits à la clé, le tout satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Merci à NordVPN et à ceux qui iront consulter l'offre. C'était Gotabor, out.